Bonjour à tous. J'espère que vous nous entendez bien. Déjà, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous êtes nombreux. Je ne vois pas combien on est à l'heure actuelle, mais voilà, je sais qu'on est beaucoup d'inscrits sur cette session. C'est la première fois qu'on organise ce type d'événement chez Entico. Je suis Alexandre Millet-Bassé, leader de la communauté data chez Entico, et je suis accompagné aujourd'hui de Cécile KNS, responsable architecture, urbanisation, développement data et IA chez IDKids, et de Guillaume Demazeux, CDO chez Ilicado. Et on est tous les trois réunis aujourd'hui pour vous parler d'intelligence artificielle, un superbe vecteur de génération de valeurs métiers. Euh, Personnellement, je suis convaincu que l'IA ne réglera pas tous les problèmes en entreprise d'un bout de baguette magique, ni aujourd'hui ni demain. Par contre, je suis certain qu'elle peut nous assister dans un certain nombre de tâches, pardon, même complexes, euh, et ainsi nous faire gagner beaucoup de temps dans l'opérationnel de nos équipes. Voilà, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Cécile qui va nous parler de son cas d'usage. Eh bien, merci Alexandre et merci pour l'invitation. Alors, hop, je suis du pas. Alors, tout d'abord, une petite présentation du groupe. Le groupe ID Kids, c'est un groupe mondial, hein. On est présent dans 70 pays, omnicanal. On a plus de 1300 magasins, 5 millions de clients et plus de 5000 collaborateurs. Le groupe, c'est aussi une entreprise à mission avec une fondation, React for Kids, qui met en place des événements pour aider les familles, les enfants, notamment au Bangladesh. Alors, là, ça vous parle peut-être un petit peu plus si je vous présente nos marques. Le groupe ID Kids, en fait, c'est un regroupement de toutes ces marques, donc des marques de vêtements pour enfants comme Okaidi au Baby, Jacadi pour notre marque premium, et puis des jouets aussi avec Oxybul. On a aussi des marques de services avec les crèches, Rigolo comme la vie, et aussi l'ID Troc, hein, qui est notre premier service de seconde vie qu'on fait depuis un petit moment déjà. Et il y a la consigne qui arrive aussi bientôt. Alors moi, je suis venue vous parler d'un use case métier qui est la génération de descriptions produits, de descriptions de fiches produits par intelligence artificielle. Alors, comme beaucoup d'entreprises dans le retail, hein, on est dans un contexte économique assez tendu et donc l'IA, c'est une opportunité pour peut-être nous aider dans nos transformations et accélérer certaines choses, aider les processus métiers dans divers cas d'usage. Donc, sur notre cas produit, on s'est dit que ça pouvait être une opportunité, notamment sur l'aspect traduction. Il n'y avait pas trop de débat là-dessus puisqu'on fait appel à une société externe pour traduire, et on sait que d'autres l'ont fait avant nous, hein, comme Decathlon, et qu'il y a un ROI assez rapide à traduire par IA les fiches produits. Et puis là où c'est un petit peu plus nouveau pour nous, c'est la partie rédaction de fiches produits. Donc aujourd'hui, c'est réalisé par des rédactrices externes. On a à peu près 2000 références coloris chaque saison qu'il faut redécrire, re-rédiger. Et puis elles sont après traduites dans 12 langues. Alors, donc le process aujourd'hui, il est celui-là, c'est-à-dire que le produit il naît dans notre outil de PLM centrique. Une fois que la référence coloris elle est créée et qu'elle va être vendue, elle arrive dans notre PIM Akeneo. Les produits sont envoyés pour être shootés par une agence. Et quand le shooting photo arrive, il est mis dans Kipik et mis en lien avec le produit dans Akeneo. Ensuite, on envoie ces éléments à des rédactrices externes qui vont s'occuper de rédiger la description qui va apparaître sur le site web et puis de donner un libellé un peu plus sympa que nos noms techniques.
Et quand on a tout ça, ça part en traduction chez un autre partenaire. Et puis après, c'est réintégré par des fichiers dans notre PIM pour enfin pouvoir arriver sur le site Internet. Donc, on s'est dit, bon, comment on peut mettre de l'IA dans ce processus? Donc, on s'est dit comment on va le faire. Il y avait deux possibilités. Soit utiliser les modules qui sont proposés par Akeneo. Comme beaucoup d'éditeurs aujourd'hui, évidemment, il y a des modules IA qui arrivent. Et donc, Akeneo, comme tout bon éditeur, nous propose un module d'IA. Donc, ça avait un coût de licence complémentaire. Et puis, il fallait aussi payer le coût de l'API OpenAI derrière. On pouvait aussi développer une solution en interne, puisque on a une construction de MDM produit en sous-bassement là, du PIM. Donc, c'était l'opportunité de rajouter cette fonctionnalité dans quelque chose qu'on avait déjà. On a fait ce choix-là. Donc, c'est voilà, des raisons qui nous sont propres, hein. On voulait limiter un peu nos dépendances à l'éditeur. Ça, c'est un principe général que je porte au niveau urbanisation, hein. Découplage, limiter les dépendances. Donc, voilà. Ne pas augmenter nos coûts de licence, puisque le but, c'est d'avoir un ROI et pas de payer une licence en plus. Et puis d'être libre aussi dans l'utilisation des API. Donc aujourd'hui, on utilise principalement du ChatGPT et du DeepL, mais demain, on pourrait utiliser d'autres services que cela, puisqu'on a rendu ça complètement paramétrable. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Voilà le principe. Quand les références de Centric arrivent, on récupère un certain nombre d'informations, comme le genre par exemple, et dès que les photos sont shootées aussi. Là, il y a un petit traitement qui vient vérifier ces nouvelles références qui sont à traduire et qui va proposer, avec différents prompts et différents modèles, des descriptions qui auront été pré-générées. Ces descriptions, elles vont être mises dans un écran qui est une espèce de to-do list pour notre rédactrice, donc cette fois une personne qui est en interne chez nous, et elle pourra choisir celle qui lui semble la plus appropriée, éventuellement la remodifier, et puis valider cette description qui arrivera immédiatement par API dans Akeneo, et puis après suivra son chemin naturel pour arriver sur le site internet. Une fois que les descriptions donc, sont validées, il y a le petit traitement qui envoie les éléments à traduire à DeepL et qui traduit ces descriptions. Donc voilà, là je vous ai mis un petit exemple d'un écran de to-do list où on voit différents ref calls pour lesquels on a proposé une des descriptions. Donc quand il y a le petit robot, c'est que c'est la description, c'est les descriptions qui doivent être validées. Un petit crayon, c'est le brouillon, et puis les descriptions validées avec une petite coche. Donc sur l'écran de validation, voilà comment ça se présente. Voilà, tout simplement, la rédactrice, elle clique sur la petite flèche pour choisir la description qui lui convient, elle modifie, elle enregistre, et ça passe en brouillon ou en validé en fonction de ce qu'elle choisit. Alors, si je peux, voilà, du coup, faire un petit bilan du projet, puisqu'on n'a pas encore le bilan du résultat, vu qu'on démarre simplement les pilotes aujourd'hui. Donc là, il y a des rêves qui sont partis en pilote dans ce processus-là et qui sont en train d'être validés, qui vont arriver sur le site Internet. Le travail, en fait, il est vraiment sur la construction du prompt, en fait, et sur ce que veut le métier. Et c'est ça qui a pris beaucoup de temps, qui a nécessité pas mal d'ajustements et d'allers-retours. Parce qu'en fait, nous, on est parti du principe que dans mon équipe, on n'a pas de data scientist, on ne va pas réécrire des modèles, etc. On utilise la technologie qui est maintenant très accessible avec une API. Il suffit d'avoir des compétences de développement pour pouvoir utiliser ces technos-là. Par contre, le travail du prompt, ça nécessite vraiment beaucoup d'allers-retours avec le métier. Et on pensait au début que, en fournissant beaucoup d'éléments, en étant assez directif, en mettant beaucoup d'attributs, on allait avoir la description qu'on souhaitait. Et finalement, on s'est rendu compte que c'est quand on laissait l'IA plus libre et qu'on lui donnait plutôt des exemples de ce qui était attendu au final, qu'elle travaillait le mieux. Donc on a été moins directif. Et puis après, comme on a procédé, on a généré avec différents prompts des descriptions de produits. Et puis la chef de projet côté métier, elle est allée valider ça avec le retail, avec le SEO pour choisir les descriptions qui paraissaient le plus correctes. Il a fallu trouver un consensus entre le SEO, la volonté de la marque, etc.
Voilà, et donc comme je vous le disais, on est en démarrage pilote aujourd'hui et on s'aperçoit déjà que ben, on a des petites optimisations en termes de coûts à faire. Voilà, puis par la suite, on a un autre cas d'usage qui arrive, c'est la génération de points forts où on va faire un mix entre de l'algorithmie classique et puis une phase de sélection par IA. Voilà, voilà. Ah, c'est mon slide standard, vous avez des questions, mais je pense que les questions ne vont pas arriver maintenant et que je vais rendre la main à Intiko. Merci Cécile. Je ne sais pas s'il y a des questions en ligne. Est-ce qu'on peut nous dire ça? Pas encore de questions. Bon, on reviendra certainement sur les slides si des questions se font sentir. Du coup, effectivement, je vais prendre la main pour vous présenter le cas d'usage qu'on souhaitait mettre en avant chez Entico, qui est celui de l'automatisation du traitement des factures. Mais avant ça, à mon tour, je vais vous présenter un peu le groupe Entico, constitué de trois entités principales, que sont Entico Service, Entico Opération, Entico Logistics, avec chacun leur cœur de métier, pardon, leur spécialité. Entico Service étant spécialisé dans le conseil, le développement d'applications logicielles et dans la data et l'IA, sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Opération plutôt sur les sujets d'infrastructure, de cloud, de sécurité et d'automatisation des process des entreprises dans le SI. Et enfin, Ntico Logistics, spécialisé dans l'optimisation des processus logistiques et notamment de picking grâce à notre solution basée elle aussi sur l'intelligence artificielle, Pixtra. Le groupe a 15 ans, il est déployé dans quatre villes en France, Lille, berceau de l'entreprise, mais aussi Paris, Montpellier et Orléans, pour un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros l'année dernière, euh, avec plus de 200 entreprises qui nous font aujourd'hui confiance et 150 collaborateurs. Le contexte dans lequel on a travaillé, donc c'est un client qui a fait appel à nous parce que aujourd'hui sa problématique c'est qu'il reçoit des centaines de mails tous les jours dans une boîte mail générique qui concerne un tas de sujets divers et variés et qui nécessite une équipe de 20 personnes qui sont affectées au traitement de ces emails de bout en bout. Et donc, effectivement, ils ont la tâche assez chronophage de catégoriser dans un premier temps manuellement tous les emails qui sont en entrée pour les affecter aux bonnes équipes opérationnelles et ensuite en faire un traitement spécifique avec généralement plusieurs allers-retours entre celui qui a envoyé l'email et les équipes opérationnelles. Donc, dans ce contexte, la problématique, eh ben, elle est qu'effectivement, on reçoit beaucoup de données non structurées dans cette boîte mail, par définition, que de nombreux contrôles doivent être effectués sur ces emails en entrée, que ça prend un certain temps et que derrière, ben, tous les process sont manuels et que donc c'est générateur d'erreurs, bien évidemment. La question qui nous était posée, c'était comment on peut optimiser grâce à l'intelligence artificielle le traitement de ces emails en entrée, en commençant par un premier cas d'usage qui est celui du traitement des factures. Notre objectif, dans un premier temps, c'était donc de pouvoir classifier automatiquement les emails en entrée. Et donc, on reçoit une certaine variété de typologies d'emails qu'on voit ici à l'écran, des devis, des factures, des relances, des commandes, etc., etc. Le but étant que dès lors qu'on détecte un email concernant une facture, on puisse le traiter également automatiquement, récupérer les éléments importants sur la facture, faire le contrôle de cohérence de cette facture, agir derrière avec le reste du SI dans l'entreprise. Les contraintes qui nous ont été données sur ce cas d'usage, c'est une intégration simple au SI existant avec le système comptable Sage X3, avec le référentiel produit aussi et le référentiel fournisseur, une capacité à être pris en main par les équipes internes. Ce qu'on développe, ils doivent pouvoir l'opérer au jour le jour et donc être en capacité de récupérer cette compétence.
une scalabilité du système, puisque l'idée, c'est pas de s'arrêter aux factures, mais bien de prendre l'ensemble des typologies de mails reçus dans cette boîte, et le tout dans un budget concis et surtout une maîtrise des données et de ce que peut faire l'intelligence artificielle dans ce contexte. Avant toute chose, je voulais du coup pouvoir refaire un point sur bah, ce qu'est un agent IA. Et donc, bah, un agent IA, c'est quoi? C'est finalement un LLM auquel on va donner des outils pour qu'il puisse interagir avec son environnement direct. Cet agent, on va pouvoir lui confier un certain nombre de tâches qu'il va traiter en toute indépendance. Donc, généralement, quand on parle d'un LLM, on parle plutôt chatbot, ChatGPT, Mistral et consorts, auxquels on vient poser une question et il nous renvoie une réponse. Ici, l'intérêt, c'est plutôt de lui donner des actions à effectuer dans un cadre précis, géré par un prompt qu'on va lui mettre en entrée. Je voulais également faire la différence avec ce qu'on appelle l'agentic AI, qui se voit plutôt être l'interaction entre un certain nombre d'agents qui vont travailler ensemble pour pouvoir effectuer un certain nombre de tâches. Donc ici, on va plutôt se parler d'agentic AI, puisque c'est le principe qu'on a utilisé pour pouvoir répondre à ce cas d'usage. Le traitement qu'on a mis en place pour pouvoir y répondre. On a un premier agent IA qui est trigger par l'arrivée des mails dans la boîte qu'on scrute. Ce premier agent, il a pour mission d'extraire les données des mails en entrée et de les donner, les mettre à disposition d'un second agent. Le premier donc, va collecter les informations dans le corps des emails, dans l'objet des emails, mais aussi dans les pièces jointes. Et quand les pièces jointes sont, par exemple, des images, il va utiliser un traitement de CR pour pouvoir euh, les, les, les- les passer au second agent. Le second agent, lui, il a une autre mission, c'est celle de détecter le sujet du mail, donc de le catégoriser, et puis de formaliser, normaliser les données qui sont non structurées. Donc, il va venir les structurer dans un JSON bien particulier qu'on lui a donné en termes d'attente. Une fois que tout ça est fait, selon la catégorie de l'email détecté, si ce n'est pas une facture, on s'arrête. Si c'est une facture, on passe la main à un troisième agent qui, lui, s'occupe de traiter toutes les informations structurées cette fois qu'on lui a passé pour extraire les informations pertinentes qui concernent la facture et interagir avec le système pour aller contrôler que le fournisseur existe bien, que les produits sont référencés, qu'il y a bien la présence, par exemple, du RIB pour pouvoir opérer le paiement de cette facture. Et une fois que tous ces éléments sont contrôlés, qu'ils sont bien cohérents, il va pouvoir faire l'écriture dans le système comptable Sage X3. Toutes ces données nécessitent du contrôle et donc on a développé une petite application à côté pour pouvoir mettre bah, de l'humain dans cette boucle et faire les contrôles nécessaires et surtout s'assurer du raisonnement de l'intelligence artificielle qui est utilisée dans ce cadre, d'une part, et puis aussi pour pouvoir bah, interagir avec le système et relancer par exemple un processus qui se serait arrêté ou reprendre la main si tous les contrôles qui ont été effectués ne sont pas probants. Pour pouvoir faire tout ça, on a utilisé deux technologies principales, N8N, qui est un orchestrateur open source de traitement, et les API de Mistral. En termes de bilan, quelques métriques quantitatives, grâce à ça, on a divisé par 10 le temps de traitement d'une facture, ce qui est quand même assez bluffant. Et puis surtout, on peut mener en quelques minutes à peine plus de 30 contrôles sur chacune des factures qui sont arrivées en entrée. Les bénéfices qualitatifs de ce processus, bah, c'est qu'on limite grandement les erreurs de saisie manuelle puisque la quasi-intégralité est automatisée. On a une satisfaction des utilisateurs qui peuvent du coup passer plus de temps
sur d'autres tâches à plus forte valeur ajoutée que de faire des actions chronophages et rébarbatives, très répétitives dans l'action de catégoriser ses emails et de contrôler ses factures. Et puis, on a de la réactivité, un vrai gain de réactivité dans l'échange avec les fournisseurs en termes d'impact. Étant donné que ces ressources qui étaient auparavant affectées à des tâches répétitives peuvent passer plus de temps sur d'autres tâches, on a une analyse financière qui se trouve renforcée. On a une optimisation de la trésorerie puisque on améliore également les délais de paiement ou de recouvrement. Et puis, on a plus de temps aussi pour pouvoir développer la relation avec les fournisseurs. Ce que l'on souhaite mettre en avant sur cette implémentation, c'est que, un, le choix des modèles, il est essentiel, notamment pour des raisons de performance, mais aussi d'optimisation des coûts, puisque généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de l'utilisation du modèle le plus experts, en tout cas euh, le plus performant pour pouvoir adresser ces tâches. Et puis, on va descendre au fur et à mesure dans la performance des modèles utilisés jusqu'à obtenir le même effet, la même performance, la même optimisation possible, mais avec des coûts qui sont moindres puisqu'on utilise des modèles moins performants. L'IA traite des cas standards en autonomie, à peu près 80% de taux d'automatisation. Néanmoins, il y a du contrôle qui reste important et donc c'est pour ça, je vous disais qu'on avait développé une petite application qui permet de contrôler ce que fait l'intelligence artificielle, de contrôler son raisonnement et puis d'intervenir au besoin. Et puis, il y a toujours des cas plus spécifiques qui nécessitent une intervention, puisque la règle des 80-20, il y a 20% qui ne sont pas automatisés, donc il faut reprendre la main. Un peu comme pour le cas d'usage présenté par Cécile, c'est le prompt engineering qui fait aussi beaucoup et donc il faut qu'il soit très précis, très détaillé, surtout dans les attentes. Par exemple, on a vraiment détaillé le JSON de sortie pour la structuration des données qu'on attendait pour pouvoir interagir avec le reste du SI. Attention à l'approche, juste un modèle IA, ça va suffire, c'est un LLM, il va tout faire tout seul. Non, non, c'est bien l'ensemble des opérations qui est importante et qui crée la valeur, que ce soit la collecte, la préparation des données, la définition des règles métiers avec les utilisateurs, l'intégration avec le SI. Voilà, c'est vraiment le tout qui fait la valeur de la chose. En termes d'évolution, c'est ce que je vous disais finalement en entrée, c'est que ce cas d'usage dédié aujourd'hui aux factures, il est adaptable à toutes les typologies de documents et on peut vraiment imaginer beaucoup de choses derrière. Euh, pour la suite, là je reprends un peu ma casquette ESN. On est capable de vous accompagner sur vos cas d'usage, vous qui nous écoutez, euh, puisque voilà, on commence à avoir un certain nombre d'expériences sur ce sujet qui nous font nous mettre en capacité d'identifier les cas d'usage qui seront ceux qui seront le plus de porteurs de valeur dans votre entreprise. On est à même de créer des architectures sur mesure pour vous accompagner dans cette mise en place et puis de s'intégrer avec votre SI existant, avec votre plateforme data, le tout de façon progressive et maîtrisée. On peut dire une question, puis on reviendra sur une question pour celle-ci. Donc apparemment, il y a des questions. Alors, il y a une question pour toi, Alex. C'est pourquoi combiner plusieurs agents à la suite et pas un seul qui aurait la compétence globale? Est-ce que c'est lié à un coût à la tâche ou au nombre d'agents? Alors, pour répondre à cette question, le nombre d'agents, il est attrait à la spécification des tâches qu'on lui donne. Un agent sur lequel on va faire poser trop de responsabilités, trop de typologies de tâches différentes, au final, il va s'y perdre. Donc, l'intérêt de fonctionner en multi-agent, c'est de pouvoir spécifier l'utilisation de chaque agent et faire en sorte qu'il ne se perde pas dans les tâches qu'il a à accomplir. En termes de coût, c'est exactement la même chose puisque chaque agent
va faire un certain nombre d'appels et utiliser un certain nombre de tokens qu'il aurait de toute façon utilisé si on en avait utilisé qu'un seul. Donc pas de surcoût lié à la multiplicité des agents. Ok. Et du coup, quel serait le coût de run de ce genre d'architecture? Alors ici, sur ce cas précis, on est sur un budget de l'ordre de 300 euros par mois, ce qui est négligeable quand on voit la force de cette architecture et ce qu'elle peut réaliser. Et on avait une question pour Cécile juste avant. Comment vous gérez la gouvernance et l'utilisation des données par des outils non souverains, ChatGPT, etc. Alors, quand on utilise une version pro donc de ChatGPT, quand on utilise une API, a fortiori, puisqu'on paye un abonnement, il y a une garantie d'OpenAI que ces données ne sont pas réutilisées dans les entraînements. Voilà. Et l'autre élément aussi, c'est que là, on est sur de la data de description produit, donc on n'est pas non plus sur de la donnée client, sur des choses hyper sensibles, hein, finalement. La description, on va la retrouver sur le site internet, elle sera publique. Donc voilà, les enjeux de sécurité là sont assez faibles. Et puis, on a prévu quelque chose de flexible, donc on pourra changer le cas échéant. Et une autre question, combien de temps avez-vous pris pour mettre en œuvre ce projet? Elle est pour moi la Ouais. question. Alors, je dirais qu'en délai, là, on est plutôt sur un bon 6 mois. Il y a eu beaucoup d'allers-retours, etc. Et puis, d'autres, on va dire, problématiques techniques qui sont pas liées au prompt et voilà, plutôt internes, on va dire. Merci Cécile. Je vais passer maintenant la main à Guillaume. Merci Alexandre, bonjour à tous. Merci Endico pour l'invitation. Alors, je vais juste essayer de accrocher le micro. Hop, voilà, parfait. Donc moi, je vais vous parler d'un sujet d'IA un peu plus classique que de l'IA générative ou de l'agentique IA, mais on y reviendra un peu par la fin. Vous verrez qu'il y a il y a quand même un lien. Comme mes deux collègues prédécesseurs, je vais faire une présentation de l'entreprise. Ilienco, je pense que ça ne va pas parler à beaucoup de personnes. En fait, Ilienco, c'est la marque, enfin, c'est la holding de la marque Illicado. Donc, Illicado, sûrement que ça doit vous parler un peu plus. Illicado, on est leader en France, en fait, de la vente de cartes cadeaux. Donc, on a un produit historique qui est la carte cadeau physique, voilà, qu'on vend notamment à des comités d'entreprise. Donc, vous avez sûrement déjà reçu une carte cadeau de la part de votre comité d'entreprise. Il y a des grandes chances que ce soit une carte illico. Donc, on fait du B2B, mais on fait aussi du B2C. Vous pouvez acheter des cartes cadeaux directement dans des points de vente comme des magasins Auchan, des magasins Boulanger, voilà, des magasins qui sont partenaires de vente des cartes cadeaux. Donc, on a 40 000 entreprises en B2B, plusieurs millions de clients B2C. On génère quand même plusieurs millions de cartes par an et on a beaucoup de points de vente et beaucoup de points de contact. Et vous allez voir, c'est important pour la suite du sujet. On a la carte physique, bien sûr, qui est notre produit historique. Et on a aussi, en fait, deux autres produits, la e-carte et la cagnotte cadeau, qui sont des produits plutôt digitaux, notamment avec la cagnotte cadeau, qui est en fait un cadeau complètement dématérialisé. Il n'y a plus de distribution physique nécessaire. Voilà, entreprise française faisant partie de la famille Mullier et on est environ 250. Alors, le contexte du sujet d'analyse de verbatim client et comment on améliore en fait la satisfaction et la relation client à travers l'analyse de verbatim. En termes de sources, comme je vous l'ai dit, on a plusieurs produits, notamment des produits digitaux. Et donc, on a énormément de sources diverses de verbatim client. Ça peut être lors d'échanges avec nos conseillers qui sont là pour faire soit de la vente euh, pour les responsables commerciaux ou soit de l'après-vente ou du support pour les équipes justement de l'administration des ventes ou du SRC, Centre de relations clients. On peut avoir des avis, des retours clients via nos réseaux sociaux. On peut avoir des retours clients et des avis clients via nos formulaires sur le site internet. Donc pas mal d'avis. Et on avait une problématique qui était un peu centrale, hein, c'est que aujourd'hui les retours clients, ils étaient plutôt exploités manuellement. Donc c'est une tâche qui est quand même assez chronophage. Et le désavantage aussi de traiter manuellement ces avis clients, c'est que forcément on ne pouvait pas tous les traiter.
pour les analyser, forcément, on y répondait, hein, ça, c'est le travail. Et vous l'avez vu dans la slide précédente, on a un très bon taux de satisfaction. Là, ce qu'on cherche à faire en analysant les retours clients, c'est aussi détecter des, euh, des features ou des fonctions qu'on pourrait améliorer. Ça peut être l'activation des cartes, ça peut être la connexion au site internet, etc., etc. Et donc, l'idée d'analyse, c'est effectivement d'aller améliorer tout ça. Et donc, le fait de le faire en manuel, ben, une tâche chronophage, on ne peut pas exploiter tous les avis d'un point de vue manuel, il y en a beaucoup trop. On avait du coup une compréhension partielle des retours clients et ben, une anticipation qui était bah, quasi nulle sur justement ce qui pouvait poser des problèmes dans nos produits, notamment la partie digitale. Donc l'idée, c'était de pouvoir analyser ces verbatims pour avoir des insights supplémentaires vis-à-vis de nos produits et notamment nos produits digitaux, l'application mobile particulièrement, pour pouvoir être plus réactif, hein, sur justement améliorer notre application et anticiper aussi bah, les développements futurs des nouvelles versions de notre application mobile. La solution technologique, alors comme je vous ai dit, dans un premier temps, il n'y a pas d'IAGène dans ce modèle, mais c'est important de toujours choisir le bon outil pour traiter la bonne problématique, hein. Pas obligé de faire de l'IA générative, entre guillemets, à tout bout de champ, comme tu le disais en introduction, je rejoins totalement. C'est le bon outil pour le bon problème. Et donc, on a commencé par plutôt de l'IA classique, algorithmique, avec une solution technologique. Donc, on a rassemblé tous nos verbatim clients sur notre data platform, qui est aujourd'hui dans le cloud chez Google. On a préprocessé toutes ces données, très important. Je rebondis aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, hein. L'IA, c'est pas magique, donc il y a un gros travail aussi de nettoyage de la donnée. La qualité de la donnée, c'est quand même très important. Et ensuite, on a commencé avec des modèles plutôt non supervisés, donc des LDA ou des NMF, donc assez classiques hein, dans la littérature. Le problème de ces méthodes non supervisées, c'est que ben, ça partait un petit peu dans tous les sens, et notamment les points clés qu'on avait en termes de features métiers ne ressortaient pas dans la thématisation de ces verbatims-là. L'idée, c'était bien d'aller thématiser selon en fait des retours métiers sur différentes thématiques. La connexion, la dépense de la carte, etc., etc. Et donc pour ça, on s'est plutôt orienté vers un modèle qu'on appelle Corex, c'est un modèle semi-supervisé, c'est-à-dire qu'on guide en fait l'intelligence artificielle, l'algorithme, dans sa recherche. Donc on va lui donner des thèmes avec des mots-clés qu'on imagine retrouver dans ces thèmes-là. Donc par exemple, si vous avez le thème devis, qui est un exemple, bah voilà, dans un devis, dans le verbatim d'un devis, on va retrouver une notion de panier, une notion de quantité, peut-être une notion de remise. Et bah, l'IA va s'appuyer là-dessus pour essayer de trouver des mots complémentaires, voilà, à partir de ces mots prédéfinis qu'on appelle des encres. Et donc là, vous voyez que, bah, par exemple, sur le thème de vie, l'IA a trouvé d'autres mots comme accord, donne un accord, et retraite. Alors ça peut paraître particulier, mais c'est euh, très précis par rapport à notre activité, puisque en fait, on a beaucoup de demandes aussi d'entreprises sur des devis pour faire des cartes cadeaux dues à un départ en retraite. Voilà. Et donc voilà, ça c'est aussi l'IA qui permet de détecter aussi des signaux faibles comme ça parmi la data. Et bien sûr, bien entendu, on a mis par la suite un dashboard pour que le métier puisse bah, justement faire ses recherches sur cette thématisation. Donc l'ensemble de ce processus, il est dans le cloud avec une partie BigQuery classique pour la partie data et la partie IA, c'est faite pardon, sur la partie Vertex AI notamment. Alors, en termes de résultats, on s'est concentré dans un premier temps sur la partie application mobile, comme je vous l'ai dit, hein, c'était le produit le plus récent mis en œuvre. On a un taux de réussite de classement autour des 90%, un peu moins de 90%. Plus de gestes manuels. On a pu participer en fait à une refonte feature produit majeure sur notre produit MyIllicato, notre application mobile. Et cette feature, elle est assez simple, c'est la feature de connexion sur l'application, donc c'est quand même une feature centrale. Et on a une proximité client renforcée, puisque du coup, on analyse maintenant en continu cette partie verbatim.
Hop, ah oui, effectivement, je ne l'ai pas précisé, classification métier et classification IA, comment on arrive à un taux de réussite? En fait, il y a une partie des verbatims qui était déjà classée par le métier, et donc on a fait un jeu de comparaison hein, pour avoir ce taux de réussite. Alors, ce taux de réussite, il est aussi important dans les enseignements. Euh, je l'ai mis un peu à la fin, mais je vais commencer par celui-là, comme ça fait le parallèle. Le paradigme effort-valeur, en fait, il est vraiment important, puisqu'on aurait pu passer plus de temps à fine-tuner, comme on dit, le correx pour aller chercher des taux de réussite supplémentaires. Mais ce n'était pas le but. L'idée, c'était pas d'avoir une thématisation la plus précise sur chacun des verbatims clients. L'idée, c'était plutôt de se dire quelles sont les grandes problématiques ou les grands thèmes qui sont remontés parmi les verbatims. Et donc, un, un taux de réussite de 90%, c'était suffisant pour prendre des décisions. Donc ça, c'est hyper important, ce paradigme effort-valeur. Ça vaut pour les projets data, mais ça vaut en général pour tous les projets. On a pas mal itéré avec le métier, notamment pour aller rechercher la compréhension des verbatims et des thèmes. Vous voyez l'exemple des retraites que je vous citais. Typiquement, ça, si on n'est pas du métier, on a un peu du mal à le conscientiser. Donc, c'est très important d'avoir le métier. Comme tu le disais, Cécile, il y a quand même pas mal d'allers-retours aussi à faire. Et le choix du bon modèle, je vous l'ai présenté, je vous en ai parlé juste avant, c'est quand même aussi essentiel pour la partie compréhension métier des avis clients. En axe d'amélioration, on a, comme je vous l'ai dit, un marché B2B et un marché B2C. Aujourd'hui, on n'a pas fait de distinction. Donc, on pourrait en fait décliner ce modèle par marché. Il y associe aussi une analyse de sentiment. Aujourd'hui, on ne fait pas de distinction sur la partie sentimentale en tant que telle, pardon. Il y a ajouté les échanges téléphoniques avec une partie de speech to text. Aujourd'hui, on ne l'a pas fait. On a effectivement des appels entrants, notamment sur la partie SRC, qui pourrait être intéressant d'analyser. Y intégrer une saisonnalité des avis. Alors ça, pareil, il faut bien comprendre le business model d'Illicado. On a en fait une saisonnalité très forte chez Illicado, où on va avoir des périodes de l'année, ça va être plutôt des verbatims autour de la vente de cartes cadeaux. Donc ça va être octobre-novembre pour le B2C et puis décembre pour octobre-novembre pour le B2B, pardon, et décembre pour le B2C. Et puis, ben, au milieu de l'été, ça va être plutôt, ben, j'ai perdu ma carte, je n'arrive plus à me connecter, etc., etc. Donc, y intégrer aussi une saisonnalité dans l'analyse des verbatims pour faire plusieurs modèles par saison. Et un chatbot interne pour le questionnement. Et donc, c'est pour ça que je vous avais dit en introduction qu'on va quand même parler d'IA générative. Donc là, pas plus tard que cette semaine, on a intégré ces verbatims sur notre plateforme d'IA générative pour aussi en fait permettre au métier de pouvoir questionner les verbatims et de pouvoir faire du picking dans les verbatims si nécessaire pour aller chercher différents thèmes, aller chercher différents exemples de retour de verbatim. Euh, et pour anticiper effectivement la question que Cécile t'a eue sur la partie modèle. Donc nous, on est sur la stack Google. Donc, on a Gemini, d'accord, la version Gemini Pro. Donc, effectivement, contractuellement, l'entreprise Google s'engage à ne pas réutiliser les données. Et en plus, on a passé dans la couche de pré-processing euh, un batch hein, qui permet d'effacer, d'anonymiser et d'effacer ouais, des données personnelles. Donc, c'est aussi important de respecter ça sur la partie avis client notamment. Alors, plus globalement sur l'IA et l'IA Gen, moi j'englobe les deux, hein, que ce soit un algorithme ou une IA générative. Quoi qu'il arrive, c'est un outil pour améliorer le business et les métiers. Nous, on a une vision chez Licado qui est duale. Il y a une partie IA pour tous, comme je vous l'ai dit. On a ouvert par exemple Gemini Pro à l'ensemble des collaborateurs. Tout le monde peut l'utiliser. On a forcément la suite Gemini dans les outils Google aussi. Tout le monde peut l'utiliser. On est en train de mettre à disposition des assistants d'entreprise aussi pour poser des questions, par exemple RH ou même juridiques. Donc ça aide en fait l'ensemble des collaborateurs sans distinction. Et ensuite, on a aussi une vision IA par métier. Donc, dans chaque métier de l'entreprise, on a effectué un JAG IA en fait sur une grande partie des métiers de l'entreprise. On a identifié des opportunités et on est en train de travailler sur différents sujets d'IA et d'IA générative pour venir automatiser les process, comme tu l'as fait, Cécile. Nous, on le fait également sur différents métiers. Et on travaille notamment avec NTICO sur la partie devis
Donc c'est un exemple similaire au sujet présenté par Alexandre sur la partie facturation, mais là pour le coup appliqué à la génération de devis. Voilà pour moi. Avez-vous des questions? Alors, une question, c'est quelle est la stack technique utilisée? Et pour la collecte des sources, le stockage, le processing et la restitution des données. Ok. Donc, la collecte des sources. Alors, essentiellement, aujourd'hui, on utilise un outil en interne qui s'appelle Zendesk pour traiter tous les formulaires entrants. Donc, on a une connexion API à Zendesk pour récupérer l'ensemble des verbatims venant de cette partie-là. On redirige les formulaires web vers Zendesk. Donc, ça nous permet d'avoir un seul endpoint d'un point de vue de l'API. Sur les réseaux sociaux, on utilise un outil qui permet de centraliser les avis et les retours clients sur Instagram ou Facebook, dont j'ai oublié le nom, mais voilà. Ensuite, on vient analyser enfin, on vient récolter toutes ces données sur BigQuery et GCS, donc Cloud Storage, pour avoir les avis dans les buckets également. Comme je vous l'ai dit, on passe par Vertex AI pour la partie modélisation. Une fois qu'on a thématisé tous ces verbatims, on renvoie vers notre outil de dashboarding qui est Click aujourd'hui, ClickSense pour le coup. Et sur la partie IA générative, on suit le même process et ensuite on envoie ces verbatims directement sur un fichier Drive et l'IA Gen Gemini Pro est connecté à notre suite Drive. Très bien, merci. On a une autre question, mais ce coup-ci pour Alex. Euh, Comment vous gérez les cas où l'agent IA atteint ses limites? Est-ce qu'il s'est correctement identifié qu'il est là hors de sa compétence? Oui, tout à fait. Et grâce à l'application qu'on a développée à côté et qui permet d'injecter de l'humain dans le process automatisé, on a un certain nombre de points de contrôle qui sont faits et on vérifie aussi le raisonnement qui est suivi par l'intelligence artificielle. Tout ça, c'est tracé dans une base de données. On peut revenir sur chacun des process qui ont été effectués. Et donc, on est en mesure même de faire des statistiques sur le taux de couverture, par exemple, de factures traitées par IA ou qui ont nécessité une intervention humaine grâce à ça. Alors, une question pour Ilikado. Vous semblez fortement couplé aux solutions Google. Est-ce un choix assumé au long terme ou alors à l'image de ID Kids, vous travaillez à un découplage possible? Alors, c'est toujours des sujets de stratégie. Ok. Aujourd'hui, on a un contrat en fait avec Google, faisant partie de la famille Mulier. On a un contrat cadre avec Google. Bien sûr, on est ouvert à d'autres solutions. On utilise aussi d'autres solutions. C'est un choix qu'on a fait de se diriger vers Gemini. Demain, on pourrait très bien changer ce choix-là ou partir sur des solutions open source. L'urbanisation de notre SI et l'architecture de notre SI, on a énormément de solutions open source, alors que Google a des solutions équivalentes sur la plateforme, mais qu'on n'a pas choisies, ou qu'on qu'on a abandonné pour une solution open source. Nous, ce qu'on va rechercher toujours, c'est la flexibilité. C'est quelque chose qui revenait aussi chez toi, Cécile, mais c'est hyper important. La flexibilité, la performance de la solution. Si la solution proposée par Google n'est pas performante, on va aller chercher une autre solution du marché, comme c'est déjà arrivé par le passé. Et on s'assure que l'ensemble de notre SI est en mode microservice et donc modulaire, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien remplacer demain une technologie par une autre sans impact. Donc ça, c'est pensé dès la conception de tous les produits, que ce soit les produits data IA, mais aussi les produits digitaux, notre application mobile, notre site web, tout est pensé en mode modulaire. Une autre question pour toi, Guillaume. Quand est-ce que vous avez démarré la démarche IA au global, donc l'ouverture de et IA métier spécifique? Ok. Donc, on a commencé cette démarche IA globale, je dirais, l'été dernier. Euh,
Ouais, quand c'est arrivé en français, notamment, c'est une bonne remarque, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de solutions qui étaient disponibles, mais en anglais. Et comme je vous l'ai dit, nous, on est uniquement en France pour le moment. Donc l'été dernier, on a commencé par tâtonnement, par petits pas. Je pense que c'est la bonne stratégie. Faut pas faire un on-off global. On a mené un diagnostic sur la fin d'année, sur une bonne partie des métiers au sein d'Ilicado pour identifier en fait des axes de possibilités d'amélioration grâce à l'IA. Et notamment, on a pas mal euh, chez Ilicado. Ilicado, c'est une entreprise qui est assez jeune, qui a moins de 18 ans d'existence. On a une forte croissance, donc on s'est pas mal développé avec l'effort humain. C'est-à-dire que bah, pour rajouter la performance, on rajoutait des bras. Et donc, on a identifié pas mal d'axes de progrès qui permet de, ben, justement, grâce à l'IA, d'automatiser certaines tâches sans aucune valeur. Et donc, il y a cette partie diagnostic vis-à-vis des métiers et en parallèle, cette partie IA générative un peu ouverte à tous. Et on y va par petit pas, avec un accompagnement RH voilà, qui se met en place progressivement. Et c'est quand même hyper important de ne pas aller trop vite non plus. Du coup, il y avait une question subsidiaire à celle-ci. Est-ce que tu aurais le taux d'utilisation de Gemini par les collaborateurs de Licado? Ouais, aujourd'hui, en fait, on traque l'ensemble de l'utilisation des outils IT dans l'entreprise. Le taux aujourd'hui, il est à moins de 50% parce qu'il y a aussi un accompagnement à faire vis-à-vis de la solution. Il y a des personnes qui vont pas aller naturellement vers la solution. Et moi, je m'attache aussi particulièrement à regarder l'utilisation des autres solutions LLM, notamment ChatGPT, sur lequel on ne dispose pas aujourd'hui de licence pro. Et donc, j'accompagne aussi les collaborateurs sur la solution qui est aujourd'hui sécurisée qu'on a choisie, qui est plutôt Gemini Pro. Très bien, on a une question du coup qui va s'adresser à tous les trois. Donc, suivant vos différentes expériences, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir avant de commencer ces projets IA? Vous savez déjà. C'est une bonne question. J'ai pas forcément là, je vais faire une réponse un peu normand, mais moi je pense qu'il est important de toujours démystifier les sujets d'IA, et d'autant plus avec l'IAGène, puisque par exemple sur le sujet des verbatims, quand on a commencé, ben, on avait des classements qui n'étaient pas terribles, on a dû itérer. Euh, et comme je vous l'ai dit, à un moment donné, on a dû s'arrêter, on a dû en dire stop. Le métier, forcément, lui, il voit l'IAGène, il voit les belles pubs sur cette partie IA, il se dit c'est magique, ça va tout révolutionner. Et en fait, il y a ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Et je pense que c'est important, moi avec le recul, hein, peut-être mettre un peu plus le poids du corps sur attention, c'est pas magique, attention, ça va pas tout révolutionner. Parce que pour certains, je pense que c'est quand même assez ancré. Donc, ouais, avec le recul, c'est peut-être plutôt cette partie-là sur laquelle il faut bien mettre le poids du corps. Donc, je te rejoins. On a commencé un peu par ça, en fait, par faire un peu de sensibilisation avec on appelle ça pas des webinaires, mais c'est un peu ça, pour toute l'entreprise, pour essayer de sensibiliser aux risques et à comment on utilise l'IA. Donc, il y a effectivement le risque quand on utilise une IA gratuite de fuite de données, etc. Il y a des risques aussi, nous, on est quand même une société à mission, on fait attention à notre empreinte carbone et à l'écologie en général. Donc, il faut être conscient que quand on interroge ChatGPT, il y a des litres d'eau qui sont utilisés pour rafraîchir les serveurs, etc. Donc, il ne faut pas l'utiliser comme un moteur de recherche Google, ça, voilà. Et sensibiliser beaucoup aux hallucinations aussi. Donc là, nous, on est dans un cas où vraiment on veut faire de la description et où il faut faire travailler l'imagination. Mais ça, c'est quelque chose, beaucoup de gens au début n'avaient pas conscience que l'IA, elle peut mentir. Alors, c'est pas vraiment un mensonge, hein, puisque ce qu'on lui demande, c'est de répondre quelque chose de probabiliste et qu'elle n'a pas conscience qu'elle ment, donc je pense qu'elle ment pas. Mais on ne peut pas croire dur comme fer ce qu'une IA générative peut nous raconter, en tout cas. Voilà, donc ça, c'était quelque chose de très important de faire comprendre ça aux utilisateurs. Et je pense qu'il faut continuer et qu'effectivement, il y a des personnes qui sont très, très à l'aise avec ces outils et qui vont les utiliser peut-être un peu trop et puis d'autres qui en ont peur et qui les utilisent pas du tout alors que ça pourrait les aider. Donc il y a un gros travail de sensibilisation à faire dans les entreprises.
Compliqué de répondre après vous deux. Mais peut-être que j'aurais aimé savoir que ça allait évoluer à une vitesse aussi fulgurante. Parce que tous les jours, on se fait dépasser et chaque lendemain, on apprend que la solution qu'on utilise aujourd'hui, elle est obsolète. Les modèles, en tout cas de LLM, évoluent à une vitesse telle que ce qu'on met en place aujourd'hui, on n'est pas sûr de le garder pour des années et des années, ou en tout cas à un niveau de performance qu'on pourrait attendre aussi évolutif. Donc peut-être que voilà, j'aurais aimé savoir ça avant, mais en même temps, ça ne nous empêche pas de bien travailler. Voilà, et bah écoutez, je crois qu'il n'y a plus de questions. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup, Cécile et Guillaume, d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que notre auditoire en aura appris beaucoup aujourd'hui. En tout cas, moi, je suis ravi de votre participation. Vous avez présenté des super sujets et vous l'avez fait de façon très, très pro et voilà, c'était un plaisir de vous écouter. On va pouvoir arrêter cette diffusion. Peut-être à bientôt.